Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour notre rendez-vous mensuel des conférences pratiques dentaires. Ce soir, nous allons évoquer la motivation à l'hygiène bucco-dentaire, qui est une étape préalable et indispensable de nos traitements et essentielle aussi pour la réussite de nos thérapeutiques. Cet enseignement peut se faire à la fois par le chirurgien dentiste, mais aussi par l'assistante dentaire. Il est très important d'adapter son discours en fonction de l'âge et puis en fonction de la personnalité de nos patients. Et pour donner tous les meilleurs atouts pour cette motivation, j'ai fait appel au docteur Pascal Carsanti. Pascal est praticien à Toulon. C'est un omnipraticien, mais qui a un exercice un petit peu plus orienté exclusif sur l'implantologie, la parodontologie et la pédodontie. On mélange un peu et c'est pas classique. Il est aussi expert judiciaire près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et puis membre de la Commission nationale des accidents médicaux. Et puis, c'est aussi un acteur de terrain pour l'UFSBD et secrétaire de notre association au niveau de l'UFSBD du Var. Il est donc vraiment bien placé pour pouvoir répondre à ce sujet, à ce titre, motiver nos patients à l'hygiène, adaptant nos messages suivants en fonction des âges. Avant de lui donner la parole, je vous rappelle que vous pouvez nous poser toutes vos questions en allant sur l'icône Q et R qui se situe en bas à droite de votre écran. On y répondra à la fin de la session, à la fin de la séance. Et puis voilà, Pascal, je te remercie d'avoir répondu avec enthousiasme à mon invitation. Et puis je te laisse la parole pour nous exposer ce thème. Eh bien, je te remercie infiniment, Xavier, de m'avoir donné cette parole. Et puis, j'ai été très enthousiaste quand tu m'en as parlé. On a pu mettre au point ça ensemble. Et puis, en fait, tu m'as proposé même une grande liberté de choix sur le sujet. Et c'est vrai que cette problématique du message et de la nature du message, puisque le message, on le connaît tous, on le pratique dans nos cabinets tous. Et la difficulté, finalement, c'est ce côté adaptatif. Quels sont les ressorts qui vont nous permettre à tous de ne pas calquer un message type qui sera forcément trop formaté et pas suffisamment adapté à la situation du patient donné. C'est un peu ce que j'ai voulu faire de manière imagée. Donc, ce n'est pas un PowerPoint ni universitaire, ni très cadré. C'est plus quelque chose de dynamique et de volontairement axé sur la vidéo. Complications du diabète, elles favorisent les maladies cardiovasculaires, elles augmentent le risque de certains cancers, ça c'est des pistes nouvelles, mais qui sont réelles, elles augmentent le risque d'accouchement prématuré. Et la population n'est pas, malgré tout ce travail de communication que nous faisons, elle n'est pas parfaitement informée de cette problématique. On observe aussi un non-respect des recommandations qui sont une visite par an chez le chirurgien dentiste. On s'aperçoit que les femmes sont plus observantes quand même, puisqu'elles ont un comportement plus préventif. Elles consultent au moins une fois par an et la plupart demandent un détartrage. 26% des Français ne brossent pas leurs dents 2 fois par jour, donc plus d'un quart, ce qui laisse pantois. 61% des interrogés déclarent saigner assez régulièrement des gencives au brossage et 14% après chaque brossage. Donc, ça montre quand même une problématique d'hygiène et, on va dire, parodontale associée, réelle, et une difficulté entre la communication que nous pratiquons tous et le message perçu par la population qui, pour certains, semble découvrir les problématiques bucco-dentaires et leur impact sur la santé générale. Une enquête qui avait été diligentée par Julien Lopi, l'enquête Paropaca, qui elle aussi montre que seulement 25% de la population est saine sur le plan parodontal, ne présente pas de maladie ou de poche ou même de gingivite. 27% quand même des personnes entrant dans ce sondage ont montré des problématiques de gingivite et plus de 47% une maladie parodontale avérée avec perte osseuse. Donc, ça montre quand même que c'est encore une problématique prédominante dans le pays. Vous voyez sur le petit camembert en haut à gauche que la date du dernier contrôle dentaire pour certains, on va dire pour le gros du camembert, c'est entre 2 ans et plus d'1 an, quoi. Donc, c'est problématique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'observance finalement des recommandations qui consistent à aller au moins à une visite par an chez le chirurgien dentiste.
Non, actuellement, sur ces messages d'hygiène bucco-dentaire auprès des patients, ce sont les assistants dentaires et les chirurgiens dentistes. Et ce binôme, il est très important de le rendre cohérent pour que le message soit lisible et continu auprès de nos patients. Alors là, normalement, il devrait y avoir une petite vidéo qui démarre. Nous avons rigolé ensemble, puisque tu nous as expliqué quoi tout à l'heure? Que tu avais eu une mauvaise expérience et tu as dit quelque chose qui nous a tous fait rigoler. Mais il y a un fou qui a essayé de m'arracher la dent. Voilà. Et je pense que ce fou-là, tu l'as dit pas comme ça, tu as dit il y a un taré, tout ridé, qui était vilain en plus. On ne lui voyait pas sa bouche. Non, mais c'était rigolo parce que c'est bien pour les infirmières. Mais il était tellement ridé qu'on ne voyait pas sa bouche. Et toi, ça t'a fait peur, ça, qu'il soit ridé? Mais non, c'est qu'il était méchant en plus. Il n'était pas gentil. Et du coup, là, maintenant qu'on a enlevé la dent, tu es contente parce que tu as réussi à dépasser ta peur? Ouais. Ouais, tu as eu peur, c'est normal, mais tu as réussi à dépasser la peur. Alors, fais voir un peu cette jolie bouche. Ah ben ouais, alors tu vas voir que la gencive, là, pour l'instant, vas-y, souris à fond. Elle est un peu rouge là où il y avait la dent de lait, mais elle va redevenir rose clair et la dent définitive, elle va tourner, elle va se remettre droite. Souris bien, qu'on voit bien. Voilà, impeccable. Bon, ben c'est super, je suis content pour toi. Donc là, c'est juste pour marquer le coup sur l'aspect angoisse, tout l'imaginaire qu'un enfant peut mettre derrière le cabinet dentaire, le dentiste méchant, avec les lèvres pincées, ridées, qui faisait peur. Bon, tout ça, on le sait, c'est dans la tête de nos patients. Je vous montre juste rapidement cette petite patiente. Toi, tu as 9 ans. De 9 ans, vous voyez, elle avait une simple incisive latérale, mais vous voyez l'état de résorption de l'incisive, ça montre que ça a duré des mois et des mois où elle est restée comme ça, avec une dent. Bon, elle exprime sa peur, elle était très angoissée. C'était simplement pour dire que bon, cette petite fille, elle avait été adressée par la meilleure amie de sa maman. La maman était désespérée, elle n'avait plus la main sur la prise de décision en fait, de prendre en charge les problématiques bucco-dentaires de sa fille, puisqu'elle était complètement bloquée et paralysée. Et ça, c'est des choses qu'on oublie. En fait, nos patients, ils ont un imaginaire parfois un peu négatif sur notre métier et sur notre pratique. Et c'est à nous de casser cet imaginaire par des attitudes, par des mots, par une relation positive, encourageante, détendue, agréable, avec une voix plutôt douce, montrer qu'on est quand même à l'écoute des doutes de notre interlocuteur, être capable de délivrer donc une information qui est fiable et juste, ça c'est la première des choses, mais c'est aussi un langage qui doit être simple, facile à comprendre, une ouverture au dialogue quand des questions sont posées, il faut toujours qu'elles soient ouvertes, pas fermées pour que le patient ne se sente pas prisonnier. Désireux d'améliorer la santé de son patient, suggérer le meilleur confort de vie à son patient sur du long terme. Donc l'idée, finalement, c'est d'amener le patient vers une certaine autonomie de soins et non une interdépendance. Et c'est comme ça que sur du long terme, on aura une relation de confiance et d'adhésion au discours de nos patients, même les moins compliants. Bon, ben, les leviers de communication, on les connaît, c'est les ressources externes du patient, donc son environnement, son histoire familiale, son vécu par rapport à la douleur, par rapport à tout ça, le support social perçu, et après, c'est les ressources internes du patient, et l'estime de soi, le sens donné à la maladie et au traitement. Tout ça, ça rentre dans une forme de psychologie du patient. Et c'est très bien, dès les 2 premières minutes, d'essayer de cerner qui on a en face de nous, quel que soit son âge, son sexe. À travers quelques questions, on arrive très vite à déterminer ce type de questionnement. Alors, le soignant, il pourra également, lors de sa communication, intégrer un discours appuyé sur des supports pédagogiques qui sont quand même très bien menés par l'UFSBD. Donc, j'ai mis sur ce slide, finalement, l'ufsbd.fr qui est en accès libre pour les patients, où il y a des fiches techniques de conseils de brossage qui sont quand même très, très bien faites et qui résument parfaitement les objectifs par rapport à l'utilisation du fluor selon l'âge, par rapport à la méthode de brossage, par rapport à un tas de choses qui sont dans les questionnements quotidiens de nos patients. Et c'est bien de pouvoir relayer sur un support pédagogique, Internet, sur la génération nouvelle qui fonctionne beaucoup par Internet.
Le choix de vecteur de communication, ben, il est en fonction de la personnalité du patient, sa tranche d'âge, mais aussi de son aspect émotionnel, ça je l'ai dit, son côté anxieux ou pas, de son besoin de maîtrise de l'information. Certains, on en a tous dans nos cabinets, sont des gens qui ont des situations très, très importantes et qui veulent vraiment maîtriser tout, y compris leur information concernant leur santé bucco-dentaire. Le besoin de sécurisation, certains ont besoin d'être sécurisés dès qu'ils rentrent dans nos cabinets. Le rapport à la représentation de la maladie, et tout ça, ça peut être, à mon avis, pris en main à partir d'une discussion et d'un échange verbal, mais aussi du non-verbal, puisque les patients nous offrent régulièrement du non-verbal. Donc, les questions qu'on entend tous, docteur, est-ce que je vais perdre mes dents? Docteur, est-ce que je vais souffrir? Donc ça, certains patients, dans une consultation, s'ils vous posent au moins 4-5 fois la question, c'est que vous savez qu'il est pas loin du phobique. Hein. Est-ce que ça va me faire mal? Et 5 secondes après, est-ce que ça va me faire mal? Non, 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 ça ne va pas vous faire mal. Voilà, donc un matériel aussi, un outil indispensable, c'est les démonstrateurs, parce que ça donne un effet immédiat avec une visualisation de la problématique médicale, mais aussi des enjeux en termes de santé bucco-dentaire. Vous voyez là un démonstrateur qui est très bien fait, qui montre finalement des gencives œdémaciées, mais qui sont quand même au bon étage sur le plan visuel. Et en réalité, quand on regarde l'imprégnation et l'impact sur le bloc osseux, on s'aperçoit que ces dents-là sont plus ou moins dans le vide parce qu'elles sont atteintes parodontalement. Donc ça parle aux patients et ça leur donne envie vraiment de prendre en main leur santé bucco-dentaire quand ils ont des problèmes parodontaux en particulier. Pour pouvoir entamer donc une relation de soins, quel que soit l'âge du patient phobique ou non compliant, il faut prendre soin de lui. On parle d'alliance thérapeutique, donc il y a énormément de thèses qui ont été faites sur ce sujet par les diabétologues, les cardiologues, les cancérologues, mais aussi les psychologues et les psychiatres qui travaillent sur une relation durable de soins autour de leurs patients pour savoir s'ils sont compliants et s'ils prennent leur traitement. Alors nous, on est aussi dans ce souci, est-ce que le patient va bien respecter les ordonnances qu'on fait? Est-ce que le patient va bien respecter les recommandations d'hygiène? Mais pour ça, il faut qu'il y ait une alliance thérapeutique, donc il faut que le patient il se sente vraiment pris en main, pris en charge. Donc le sécuriser, le rassurer, le comprendre dans son irrationalité. Et ça, Dieu sait si nous, chirurgiens dentistes, on est parfois face à ce type de comportement irrationnel, ou ses frustrations, ou même ses doléances, puisque parfois des doléances nous sont exprimées. Et c'est à nous de pouvoir les écouter et les entendre. Lui laisser le temps de s'exprimer sur ses peurs, ses attentes, le rendre complice de la nouvelle relation médicale qui se noue, ça c'est très important, puisque finalement, une nouvelle histoire s'écrit pour ces patients qui nous rencontrent. Lui expliquer les avantages de la thérapeutique envisagée, donc ça c'est très important qu'ils connaissent les avantages, mais aussi les inconvénients. Le confort esthétique, l'hygiène, le bien-être immédiat. Donc, faire rêver le patient, oui, mais dans une certaine réalité. Donc là, j'en parlais tout à l'heure à Xavier quand on était sur le point de la mise en place du PowerPoint. J'ai été très surpris par la réaction de ce patient. Donc, il fait partie de la génération des baby-boomers. Les baby-boomers, après, vous verrez que sur le plan psychosocial, ils ont un comportement qui est standardisé, mais après, à nous de voir les petites différences d'un patient à l'autre. C'est un type qui avait une belle profession, qui est plutôt intellectuellement bien construit. Il a bénéficié donc d'une thérapeutique initiale paro. Il a suivi tout ce qu'on lui a dit. Et là, il se retrouve dans une séance où on lui pose les implants. Donc, on est presque à la fin de la thérapeutique chirurgicale. Et j'écoute, moi, son message en étant sûr qu'il allait dire ce que j'attendais qu'il dise. Mais pas du tout. Ce patient, sur votre relation à la santé bucco-dentaire et à l'évolutivité, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, dans votre parcours de soins tout au long de votre vie. Je vous écoute. Je pense que la relation avec les dents devient de plus en plus présente à partir du moment où certaines pathologies arrivent liées à l'âge, parce qu'en pleine jeunesse ou en pleine adolescence ou en début, ces premières années 20 ans, 30 ans, nous avons des dents saines, nous sommes sensibilisés. Pour moi, ça remonte quand même à plus de 40 ans. On était sensibilisés à une hygiène dentaire avec un brossage de dents régulier, mais avec une technique qui n'était pas encore dévoilée.
comme maintenant tout le monde parle de se brosser de bouche vers le blanc, etc., un sens de brossage, une certaine qualité de dentifrice et surtout de pureté, de souplesse de brosse à dents, ce qui n'existait pas à l'époque. C'était totalement ordinaire, il y avait peu de choix. Donc, il y avait à ce moment-là peut-être une dégradation provoquée par un nettoyage qui n'était qu'un nettoyage et qui pouvait porter atteinte à l'équilibre gingivo-dentaire, je ne sais pas comment vous dire ça. Et donc ça, c'est le premier stade. Au départ, on ne fait pas attention. Je vous évoquais tout à l'heure le fait d'avoir des brosses à dents avec un geste presque violent, parce qu'on a l'impression de bien nettoyer. Si vous avez des morceaux de viande, etc., après une bonne dose provençale coincée quelque part, ben vous y allez de façon assez ferme pour dégager tout ça, mais on sent qu'on est effectivement blindé au niveau dentaire. Après, les années passent, les dégradations arrivent, et avec une meilleure approche d'hygiène, une meilleure souplesse au niveau du nettoyage, ben, tout se dégrade un peu comme tout, et on en vient effectivement à avoir un déséquilibre, une esthétique qui à ce moment-là disparaît, et on fait appel bien sûr à des aides pour qu'on nous corrige cela. Donc là, on voit que le patient il fait une petite historique des 40 ans de vécu de soins. Et au final, il se retrouve quand même s'il pense avoir fait une bonne observance des recommandations qu'il a reçues, une dégradation liée à l'âge en particulier. Et quand on rentre dans le vif du sujet… De votre école, et pour aller entre les dents situées le plus au fond de la bouche, il est très difficile des fois d'avoir par la largeur de sa bouche, qui dépend de la patient-là, de pouvoir effectivement enfoncer une petite brossette pour brosser l'espace interdentaire. Bien sûr, ça serait facile à faire. Tout le monde le ferait, mais c'est cette possibilité. Ça nécessite une certaine minutie et maîtrise du geste. Oui, une certaine agilité. Agilité. Voilà. Ouais. Ça, c'est vrai. On ne peut pas le nier. Alors que vous voyez, même si je suis très surpris par ce qu'il dit, puisque moi j'étais persuadé qu'il passait ses brossettes régulièrement 2 fois par jour, je ne rentre pas en opposition avec sa difficulté, je l'écoute et à la limite même je reconnais que ce n'est pas un geste facile parce que dans ma tête, je me dis il va falloir quand même le réorienter vers le bon geste, on ne peut pas le laisser comme ça. Ce soin de mon corps, soin de mes dents. Et, par votre métier aussi, vous étiez dans le médical et voilà, dans la communication avec l'autre. Donc on est… comment dire, je ne pense pas avoir fait d'erreur. Je vous dis, à part les erreurs de me brosser trop fort les dents avec des brosses à dents dures, tout le reste, j'ai toujours été très vigilant et le temps en salle de bain pour l'hygiène, il était de même nature. Ou est-ce que vous avez pris plus de temps pour ça maintenant Maintenant, un peu plus. Je me brosse plus que ce qu'il faudrait les dents parce que… Donc, on voit que c'est des questions ouvertes, en fait, et qu'on l'oriente vers un retour sur le temps passé à l'hygiène bucco-dentaire, puisque le patient est quand même un petit coquin. Et il nous montre que finalement, il ne passe pas les brossettes, il ne pense pas avoir fait beaucoup d'erreurs, mis à part peut-être d'avoir utilisé à un moment des brosses à dents dures. Bon, il faut savoir qu'il a perdu énormément de dents, qu'il a besoin quand même de soins parodontaux très lourds, qu'il a besoin d'implants. Alors, attendez. Et la fin… Le révélateur de plaque, est-ce que vous… Alors ça, c'était le clou du spectacle, parce que tous nos patients s'autocontrôlent avec le révélateur de plaque. C'est bien. Non, parce qu'on se dit, à partir d'un certain moment, vous avez une hygiène régulière, le matin, le midi, soir. Donc finalement, le contrôle de… Si vous avez mangé, ne pensez pas pouvoir avoir des plaques. Vous savez que vous en avez, puisque vous êtes après, vous allez vous faire des détartrages chez votre dentiste. Alors, ne cherchez pas à vous tester. C'est sûr. Mais après, vous pouvez, devant le miroir, avec l'ongle, gratter un peu la base de la dent, entre la gencive et la dent. Et si vous avez une plaque un peu blanchâtre sur l'ongle, c'est que le brossage n'a pas été suffisamment efficace. Ça peut être un autocontrôle. Après, le révélateur de plaque, il est bien aussi, parce que c'est un petit poutre qu'on met sous la langue. On passe la langue sur l'ensemble des dents. Bon, je lui refais tout le tralala sur le révélateur de plaque, mais ça, je ne vais pas vous garder 100 ans là-dessus. C'est pour vous dire que finalement, c'est un biais qu'il faut trouver pour aider le patient
à s'auto-contrôler, quelle que soit la méthode. L'idée, c'est qu'on ne perd pas de vue que tout n'est pas acquis et que ce patient à qui on va mettre en place peut-être dans quelques temps des prothèses sur implant, avec un historique, patient avec un historique parodontal très lourd, on tremble, nous, en tant que praticiens, et c'est pour ça qu'on veut qu'il soit un parfait brosseur et que tout l'accastillage soit bien dans sa salle de bain et qu'il l'utilise à bon escient. Donc, finalement, je me permets d'intervenir juste parce qu'en fait, on parlait du langage non verbal, mais qui se constate aussi sur tes photos. Enfin, sur ton intitulatoire, on voit bien qu'à la fin, tu baisses les bras. Quoi. Moi, j'en pouvais plus parce que ce n'était pas du tout le scénario que j'avais imaginé au moment où Voilà. l'assistante avait pris la caméra. En fait, une idée intéressante aussi, et ça m'a fait réfléchir aussi sur ce problème de la réévaluation, parce que moi, je réévalue habituellement à 90 jours. Là, on n'est même pas aux 90 jours, mais là, c'est bien parce que j'ai bien compris que finalement, le message n'était pas passé, qu'on avait été mauvais et que le patient était encore en réticence par rapport à certaines recommandations, malgré le fait qu'il ait tout compris. Hein. Mais s'il est en réticence, c'est parce que c'est difficile, trop difficile selon lui, mais parce que peut-être qu'il n'a pas suffisamment confiance en sa gestuelle, et aussi parce qu'il pense que certaines choses ne servent à rien. Donc, ça montre que quand même, il y a toujours des récalcitrants. Donc, nous, on est là en fait pour ne pas renoncer, ne pas faire en sorte que le patient renonce lui aussi, et essayer, quand on est face à vraiment des gens difficiles sur le plan de l'observance, de ne pas les contredire, mais d'aller de biais et essayer quand même de leur faire comprendre certaines choses. Donc, on discute, on débat avec le patient sur la stratégie, on fait une analyse aussi du binôme, parce que nous, on a peut-être été mauvais aussi sur certaines choses. On fait un bilan éducatif partagé, donc ça en médecine, c'est très, très habituel. Hein. C'est l'écoute de l'avis du patient qui est primordial. Cela permet de développer sur du long terme des compétences mobilisables au quotidien. Les compétences, ce n'est pas nous, c'est les siennes qu'on veut mobiliser. Et il faut qu'elles soient durables sur le temps si on veut avoir du résultat. Donc, c'est le renforcement du sentiment d'efficacité personnelle, être autrement le même, ça c'est de la philosophie, mais c'est très important, c'est-à-dire qu'ils vont être autres, mais il ne faut pas non plus les changer ou les brutaliser, à mon sens. Mais je pense que je suis un thérapeute en douceur, d'autres seraient peut-être un peu plus charismatiques dans le message. Moi, je pense que c'est en douceur que les messages passent le mieux. Donc, délivrer des informations, dire la vérité, parler des fausses croyances. Hein, un détartrage, est-ce que ça abîme les dents? Est-ce que se brosser trop les dents, ça peut abîmer les prothèses? Bon, tout ça, c'est des questions que tout le monde se pose et c'est des fausses croyances, des fake news. Donc, à nous de donner une information fiable sur le plan scientifique. Faire penser au changement, alors bien discuter avec le patient selon lui quand il est dans une erreur de comportement, lui dire mais quels sont les avantages de cette pensée-là, quels sont les inconvénients et ce que j'aimerais que vous fassiez, qu'en voyez-vous les avantages et les inconvénients et on compare et on essaie de faire un plan sur du long terme. Donc, il faut valoriser quand même la décision du patient et lui faire entendre qu'il est capable de faire ce qu'on lui demande quand même. Bien sûr que nos arguments vont s'adapter à la personnalité du patient et ils ne sont pas toujours calqués sur un même argumentaire. Donc, l'âge, le comportement, les attentes, l'ouverture à la communication, tout ça, vous l'avez compris, on en a déjà parlé, la capacité d'écoute et de remise en question, ça, c'est plus difficile. Remise en question personnelle du soignant et remise en question aussi des idées du patient. Sa volonté d'échanger et de changer. Donc ça, il faut bien insister, c'est des mots-clés, échanger, on est en train d'échanger, mais il faut changer parfois. Les facteurs de personnalité peuvent être mélangés chez le même individu, ce qui caractérise la complexité de l'être humain, mais aussi sa richesse. Donc c'est très difficile de catégoriser les individus. Donc dans nos cabinets, nous avons la chance d'avoir quand même une grande diversité d'âge, donc des patients de 7 à 77 ans, voire même plus, puisque pas plus tard que tout à l'heure, je soignais un patient de 90 ans. Donc, nous allons voir rapidement quelles sont ces générations. Je pense que la plupart des gens les connaissent. Donc, la génération silencieuse des plus de 80 ans, les baby boomers de 70 ans, la génération X dont je fais partie, les quinquas et les quadras, la génération Y, donc les trentenaires, et la génération Z, les jeunes d'aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a des traits qui sont bien connus. Le sens du devoir, par exemple, des baby boomers, mais le travail, la famille, le sens de l'avoir, le job, le statut, la famille pour les générations X,
L'équilibre de vie, le plaisir de la vie, l'équilibre entre la vie pro et privée pour les générations Y, ceux qui ont 30 ans, et la génération Z qui est beaucoup dans les réseaux sociaux, le partage d'informations, les liens avec les autres. Donc, la psychologie sociale est l'étude de l'individu en interaction avec d'autres individus, autrement dit, avec la société dans laquelle il évolue. Et on peut évoluer dans une société, ne pas s'y sentir à l'aise, ça peut arriver parfois. C'est difficile justement quand on est en contradiction avec les évolutions de la société. Certains patients le vivent comme vraiment quelque chose de difficile. Donc la génération silencieuse, des plus de 80 ans, ceux-là, ils sont faciles. Ce sont des individus dits loyaux, fidèles, avec un sens élevé du devoir et de la rigueur. Ils sont facilement marqués par l'idée du manque, dû aux années de la guerre. Le vieillissement est considéré comme normal, avec une perte progressive de capacité. Les explications thérapeutiques seront bien sûr à adapter à l'âge de ces patients. Il ne faudra pas oublier qu'une perte d'audition peut parfois rendre plus difficile les échanges. Donc, il faut parler plus fort. Le groupe suivant, c'est le baby boomer qui s'exprimait tout à l'heure, une population qui a connu une croissance économique forte avec des changements sociétaux importants. Ils sont cités, tous ces changements de société. Leurs valeurs sont plus centrées sur la personne et moins sur le bien commun, ça il faut le savoir. Donc, c'est peut-être des gens qui suivront moins les recommandations. Cette population ayant connu l'essor important des moyens liés à la santé, la notion de vieillissement est beaucoup moins bien acceptée. Vous voyez, ce patient, il était en consultation plus pour des questions esthétiques que pour une maladie parodontale qu'il connaissait, mais ce n'est pas ça qui l'amenait à la consultation, c'était plus les migrations secondaires de ses dents qui lui semblaient insupportables. La génération X, donc des personnes nées entre 60 et 75, ils ont vécu l'après-boom économique des emplois moins stables et l'apparition de la précarité, donc connu de très nombreuses avancées technologiques et en même temps des événements faisant douter, comme Tchernobyl, le sida et tout ce qui s'ensuit. Ils sont surinformés grâce à Internet, mais en même temps, la présentation de plans de traitement doit être précise et documentée. Les soins ne se feront qu'avec la collaboration éclairée, évidemment. Les patients de 20-35 ans, donc les générations Y, sont autonomes, informés, ouverts. Leur confiance dans le praticien ne sera acquise que si celui-ci entre dans leur système de valeurs. La notion de travail d'équipe et une communication franche sont donc les points très importants. Et enfin, la génération Z, les personnes sont immergées dans une information web en permanence. Alors nous, c'est un peu particulier, les gens à l'UFSBD, on est quand même des tranches d'âge diverses, mais on est tous branchés et connectés au réseau. Donc on s'apporte tous nos avantages. C'est ça, c'est bien vu. Il y a un partage. C'est un vrai partage. Mais donc ces catégories-là, il faut les relativiser, bien sûr. Mais c'est pour donner juste un petit éclairage sur des comportements. Les supports informatiques n'en seront à privilégier pour toutes ces générations, Insta et Snapchat. Allez, on va passer à un message d'hygiène donné à un enfant de 3 ans, Maxime, qui est vraiment tout petit, qui est au tout début de sa pratique au cabinet dentaire. Il est accompagné par son grand-père. Voilà, c'est juste pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Même si c'est filmé, on n'est pas très naturel, mais ce n'est pas grave. En général, ça se passe comme ça. Pour les 2-6 ans. Tu as 3 ans, quoi. Oui, donc, c'est 3 ans et demi. Tu as 3 ans et demi. Et donc, on te donne un dentifrice spécial pour les enfants de ton âge. Tu peux arrêter de te brosser les dents. D'accord? Ça donne un timing. En général, c'est 2 minutes chez les enfants. Ça paraît très long, 2 minutes chez un enfant. Il ne va pas se brosser les dents tout seul, notre petit Maxime, parce qu'il est trop petit. Ce sont les parents qui vont brosser pour lui. Avec une brosse à dents adaptée pour les enfants de 3 ans. Moi, ça va plus avec les dents. La brosse à dents adaptée, le petit sablier. Je montre tous les cadeaux pour Maxime. Et le dentifrice pour 500 ppm de fluor. Vous voyez, il y a du jeu, il y a un peu du suspense. On ne se presse pas. Il attend son cadeau. Hein. Il est sage, mais il attend son cadeau. Et en même temps, la relation se noue. Là, c'est la première relation sur le fauteuil dentaire. Maintenant, tu vas me montrer, Maxime, comment tu brosses tes dents. Est-ce que j'ai le droit de mettre le sablier pour savoir? Oui? Ah, vas-y, allonge-toi normalement. Allonge-toi normalement pour te voir bien. Normalement. Voilà. Super. Alors, vas-y, brosse les dents, je regarde.
vous voyez qu'un enfant à cet âge-là, il est incapable de synchroniser un mouvement ou d'un conséquent. Donc, il ne faut pas que ce soit lui qui le fasse, que ce soit les parents. Donc, je vais vous montrer le geste qui est tout simple. À cet âge-là, on simplifie beaucoup. C'est la technique 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 4 cadrans. Bon, celui-là, il était tellement beau qu'on avait envie que d'une chose, c'est de le filmer. Merci, c'est adorable. Donc, regarde. Il a un peu peur, vous voyez, dans le regard, un peu d'hésitation quand même. Il se demande s'il n'est pas dans un monde bizarre. Donc, on brosse, ouvre bien la bouche, ouvre bien. Ah, comme tout à l'heure, voilà, super. On brosse 10 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fait pareil ici, 10 fois, le côté droit, ouvre bien. Pas évident. Hein, c'est pas évident, hein, parce que c'est vrai qu'il n'est pas forcément habitué à ouvrir grand la bouche. 10 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 10 fois l'autre côté, ouvre bien. Et là, on est tombé sur un enfant très, 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 très gentil. Et après, un petit peu le devant quand même, qu'il ait les dents qui brillent bien devant. Il avait déjà une carie, donc on lui a soigné une carie. C'est compris pour les parents? Voilà. Et là, ça va être une technique qui va l'aider à grandir. Et après, quand il va être plus grand, il va prendre un peu plus d'autonomie. Il le fera lui. Tu le feras quand ils seront en âge de bien comprendre, de bien synchroniser ses gestes. Alors, il faut mettre une petite noisette sur la brosse à dents de dentifrice, mais pas plus parce que cet âge-là, il avale. Donc vraiment un tout petit, comme un petit doigt. Vous voyez, c'est pas plus que ça le dentifrice. Sinon, il mange du fluor. Voilà. Et une brosse à dents qui est adaptée à leur bouche. Petit tourne comme ça, oui. Alors, il faut voir que ce soit petit. Hein. Allez, on accélère. Donc finalement, les questions habituelles, qui réalise le brossage sur un enfant de 3 ans? Ben, ce sont les parents. Avec quel type de brosse à dents? Une petite tête à poil souple. Avec quelle technique? La technique 1, 2, 3, 4, 10 secondes par cadran. Avec quel dentifrice? Un dentifrice fluoré, 500 ppm. Combien de fois par jour et pendant combien de temps? 2 minutes. Alors ça, pour un enfant de 3 ans, je félicite les parents qui arrivent à brosser pendant 2 minutes les enfants de 3 ans. Mais ce sont quand même nos recommandations. Donc, le rôle essentiel de l'assistant dentaire… Pascal, nous maintenant, on préconise pour les enfants 1000 ppm de fluor. Hein. Ah, même sur les petits de 3 ans? Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Alors, l'assistant dentaire véhicule un bon message sur les techniques de brossage avec une pédagogie différente et complémentaire à celle du chirurgien dentiste. En fait, les patients sont beaucoup plus sensibles au langage et aux conseils de l'assistant dentaire. Donc, c'est bien qu'elle soit aussi présente dans cet échange. Et bien souvent, c'est elle aussi qui arrive à avoir l'adhésion du patient. Parce qu'elle a quand même un contact avec le patient, surtout quand c'est des patients habituels, qui est plus… Les brossettes. Donc, les brossettes, donc là, vous passez dans les espaces interdentaires. Donc là, vu qu'on est timé quand même et qu'il ne faut pas non plus finir trop tard, je vais accélérer le truc sur les brossettes. Il est bien quand même de préciser que ça fait partie du rôle de l'assistante de niveau 1, l'assistante telle qu'elle est définie aujourd'hui. Hein, elle a le droit, on ne sort pas de ses capacités, elle doit pouvoir donner les conseils d'hygiène. Ce n'est pas dans les pourparlers d'assistants de niveau 2 qu'on parle, qui sont à l'étude. Hein, c'est pour leur donner d'autres capacités, mais en tout cas, en ce qui concerne la motivation à l'hygiène, elles ont toujours eu le droit de le faire. Donc, vous avez vu une voix douce, des yeux souriants, des gestes lents, une dimension rassurante. L'assistant dentaire, c'est vraiment l'atout positif et agréable pour le patient dans un cabinet dentaire quand même. Le petit, là, on est face à un petit qui a 11 ans de mémoire. Donc, il débute un traitement orthodontique et il n'est pas performant sur le brossage, mais ça fait plusieurs fois que je le vois et je lui ai déjà traité plusieurs caries. Et donc, c'était compliqué. Il est en plus phobique, il vient de loin. Bon, au début, on le soignait avec du Méopa. Là, maintenant, on le soigne naturellement. Il a confiance, il est content de venir. Mais le message d'hygiène, il faut tout le temps remettre un peu. Alors,
je passe vite parce que là, pareil, on est pris par le temps. Mais en fait, c'est face au miroir que le patient voit les problèmes qui sont dans sa bouche. Et c'est à nous de lui expliquer aussi ce qu'on voit et que lui ne voit peut-être pas au quotidien, sans le culpabiliser, mais juste en lui disant qu'on va l'aider, qu'il va réussir à récupérer une santé bucco-dentaire. Donc là, on le motive. On lui fait la méthode brosse. Il a 45 degrés, il brosse à la fois les gencives et à la fois les dents. Et ensuite, bien sûr, nous, on le fait sur toute la bouche. Et ensuite, c'est lui qui le fait et on recorrige le geste. Voilà, 45 degrés. Et là, on a brossé. Voilà, et là, on résume la séance de motivation. Ouais. Donc, il faut faire un trajet continu, c'est-à-dire que ton trajet ne s'arrête pas et tu réfléchis à toutes les dents et toutes les faire. À l'intérieur, à l'extérieur et sur le dessus. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as retenu quoi? Bien se laver les dents. Alors, tu te rappelles, à un moment donné, j'ai parlé du poil de la brosse à dents à 45 degrés. Alors, ça, c'est difficile pour les enfants parce qu'ils n'ont peut-être pas fait encore de géométrie. 45 degrés, ça veut dire que le poil, quand tu brosses, peut être monté. On lui refait toute la leçon. On passe assez vite. Quand tu brosses, tu ne peux pas brosser comme ça. Non, j'arrive pas à accélérer. 45 degrés, tu vois, le poil, il est angulé. Il a un angle. Voilà. Et là, il est plus efficace. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On a dit qu'il ne fallait pas brosser les deux mâchoires en même temps. Alors, si tu ouvres trop grand, eh ben, ça tend les joues et ta brosse à dents, elle est gênée. C'est vraiment de l'apprentissage, hein, comme quelqu'un qui va dans une école de voile. On lui explique la pratique de l'optimiste. Mais là, on lui explique vraiment quels sont les enjeux. Alors ça, il a bien pris connaissance de l'axe de la brosse à dents pour bien brosser toutes les dents. Je suis très fier de toi. Bon traitement orthodontique, j'espère que tu as les dents jolies et bien alignées. Ça va être bien. Donc voilà, on rassure l'enfant, on lui dit qu'il a bien compris, on l'encourage. Ça, c'est vraiment un message à renouveler en permanence. Donc quand même, quand les enfants entre 6 et 8 ans, moi je conseille quand même aux parents de surveiller le brossage. Après, la brosse à dents, toujours pareil, petite, souple, avec des têtes fines. La technique brosse, le dentifrice quand même bien chargé en fluor. 2 minutes, 2 fois par jour. Allez, on passe. Une jeune femme de 30 ans, parodonto-consciente suite à la motivation allergène. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que les patients ils ressentent et ils disent. Il va avoir changé quelque chose dans les habitudes des patients. Est-ce que vous avez le sentiment que vous allez changer votre façon de vous brosser les dents? Oui, je pense que c'est même sûr. Parce que bon, à mon âge, 30 ans, là, le fait d'avoir vu vraiment l'état de l'os en dessous, me dire si à 30 ans je perds mes dents, enfin voilà quoi. Donc oui, non, je pense bien, parce que déjà en plus comme je fume, déjà ça j'ai plus de mal à arrêter. Donc si je peux essayer de compenser le fait que je fume un peu en ayant un meilleur brossage. Combien à peu près par jour vous avez une idée? Je suis à 4-5 cigarettes. Non, j'essaie de réduire. Oui. Vous êtes étudiante ou vous êtes non, je travaille. Vous travaillez? Je travaille et ouais, en plus, la roulée sans filtre, c'est pas très bon encore. La roulée sans filtre. Ouais. Aïe, 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 aïe. C'est le cuistot, ça va vite, on prend pas le temps. Mais ouais, non, c'est surtout mon âge. Ouais. D'accord. C'est surtout par rapport à mon âge. Bon, ouais, déjà que mes dents, elles sont un peu difformes. Enfin, elles ne sont pas parfaites. Donc déjà, quand je jouais, j'étais toujours un peu complexée. Mais depuis qu'on m'a annoncé la parole. Vous voyez, alors, mes dents sont un peu difformes. Bon, cette fille, c'est vrai qu'elle a une morphologie dentaire qui est très atypique, mais il y a quand même une dévalorisation de soi qui est assez fréquente sur des patients qui ont des problèmes parodontaux. Et c'est à nous de les rassurer quand même. Que je sais qu'on peut éventuellement enlever des dents qui sont mortes, qui sont plus, je veux dire, à 30 ans, te retrouver sans dents, tout c'est quand même assez catastrophique. Et comme je suis cuisson, en plus j'ai envie de manger un peu toute ma vie, hein, c'est important. Donc, et puis en plus là, j'ai quand même appris pas mal de choses que je ne savais pas.
les petits détails, surtout Oui, oui. le mauvais brossage aussi ou trop de violence sur les gencives. Il y a plein de petites astuces. Voilà, donc elle est plutôt satisfaite. Cette fille, elle vivait dans une caravane, elle n'avait pas de logement. Donc elle n'était pas SDF, elle avait un petit camping-car et elle est cuistot. Bon, c'est parti un peu des patients. Et là, voilà, pour garder ce petit message d'espoir que véhicule l'UFSBD, les brosses à dents électriques, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que moi, je les conseille. Sur les mauvais brosseurs, ça peut avoir son effet très positif. Justement, c'est un peu inflammatoire. Donc, tu mets bien la face extérieure. Allez, comme ça. Vas-y. Donc là, c'est pas évident quand ils ont des diastèmes, tout ça, à positionner la brosse. Super. Bravo, c'est très bien. Là, il y a quelques éruptions. Il y a une dent lactéale qui est persistante. Et ensuite, tu fais la face intérieure. Très bien. Donc, on le rassure, on le motive et on lui donne envie. Eh ben, tu es le plus fort. C'est toi le plus fort. Une fois que tu as brossé toutes les dents, là, il y a plusieurs vitesses. Une fois que tu as brossé toutes les dents dans toutes les zones de l'espace, il pourra être sûr qu'il n'y aura jamais de carie et jamais de problème de gencive non plus. D'accord? Bravo. En tout cas, voilà, c'est pour finir sur cette petite note de confiance et d'espoir. Je pense que Très bien. je suis ouvert aux questions s'il y en a. Oui, oui. Merci Pascal. De toute façon, la technique, on est bien d'accord que ça reste toujours la même, quel que soit l'âge. Hein. Il faut savoir les questions ouvertes, savoir répéter, savoir écouter le patient. Après, il faut savoir s'adapter, en effet, de son discours par des mots plus simples, je pense, aux enfants ou même parfois à certaines personnes. En cas d'échec, en cas d'échec, de toute façon, il faut des échecs, on peut en avoir à tout âge, hein, et il faut toujours avoir conscience de toute façon que c'est un travail de longue haleine et que il faut savoir reprendre, qu'il y a toujours la sortie, la chute, hein, la chute ou la rechute qui est toujours possible et envisageable, quel que soit l'âge. Donc, il est bien, en effet, quand on voit nos patients, quand on les suit, de réadapter, d'en remettre une couche, enfin de redire à chaque fois, de redonner les bases à chaque fois, je pense. Hein, donc ça, quel que soit l'âge. Est-ce que, par rapport aux différentes tranches d'âge que tu nous as parlé, les différentes générations, est-ce que pour toi, tu trouves qu'il y a des générations qui sont plus compliquées que d'autres? Honnêtement, c'est difficile de stigmatiser une génération. Ouais, il semblerait que la psychologie sociale dit que les baby-boomers sont les plus difficiles à appréhender, donc ceux qui ont 70 ans aujourd'hui. Mais honnêtement, je peux pas catégoriser de manière aussi caricaturale. Disons que moi, je suis très à l'aise avec les enfants, mais vraiment très à l'aise, ça passe bien. En plus, ça me plaît de jouer, c'est un peu ma liberté dans la journée de travail quand il y a des gosses. Mais sinon, j'ai un peu plus de mal avec les jeunes adultes parce que je sens déjà qu'il y a des gros décalages de politesse, de générationnel, les tatouages, les piercings, tout ça. C'est pas trop mon monde, mais je m'adapte. Hein, ça fait partie aussi notre rôle de soignant, oui. De l'évolution de la société. Mais donc tout ça, c'est plus difficile pour moi. Si vous voulez, je me sens moins en phase. Et après, bon, bien sûr, la génération X, c'est la mienne, donc à la limite, souvent, c'est facile pour moi. Les baby-boomers, non, moi, ils sont sympathiques. Effectivement, le grand âge, les grands seniors, c'est peut-être un peu plus difficile parce qu'il y a souvent de l'Alzheimer ou un début de sénilité. Le problème de la surdité qui a été évoqué. C'est plus difficile d'échanger, mais je pense que dans l'empathie, la gentillesse, un regard, la main qui se pose, il peut y avoir des choses qui font qu'ils sentent qu'ils sont pris en charge avec gentillesse, empathie. Mais c'est peut-être la tranche d'âge la plus difficile, les plus de 85 ans dans nos cabinets. C'est parfois, voilà, on a peur qu'ils fassent un problème de santé au cours du soin quand on les soigne. Sur l'hygiène, c'est compliqué. Là, je n'ai pas trop parlé des porteurs d'appareils, mais
c'est pas simple quand il y a énormément de plaques ou alors même de nourriture concassée dans l'intrado d'un appareil. C'est très délicat. Ils sont déjà en phase de présénilité. Donc, on en parle un peu aux familles, aux accompagnants. S'il y a des aides-soignantes ou des accompagnatrices, on leur dit, soyez vigilantes, passez la compresse désinfectée avec de Bien l'oxygène. sûr. Bon, on essaie de faire passer un message, mais c'est plus compliqué sur le très grand âge. Ok. Voilà. Bon, de toute façon, après, c'est forcément praticien dépendant, ça dépend aussi de Exactement. nos intérêts, nos attaches. Exactement. On n'a pas parlé du handicap dans ce PowerPoint parce que j'ai très peu de... Oui, mais on a déjà eu Voilà. une conférence dessus. Existe-t-il des brosses à dents ergonomiques pour des patients avec des problèmes de préhension? Oui. Oui, Ça existe. Il y a des manches dans lesquelles se glisse la brosse à dents, des manches en mousse, très épais, un peu comme une raquette de tennis. oui. Et très bien fait. Je sais que ça existe dans pas mal de marques. Moi, ma référence en paro, c'est Inava, donc je sais qu'ils ont ce manche en mousse, mais je pense que d'autres marques le font. Voilà. Et on peut toujours aussi mettre la balle de tennis. Bon, c'est un peu gros, mais à défaut, ça peut toujours aider aussi. Je te remercie à nouveau, Pascal, Merci à toi, Xavier. pour toutes ces images. La vidéo nous apporte toujours des informations. des informations. Ouais, C'était le but de la communication, c'est de faire quelque chose de dynamique et vivant. Montrer Exactement. les erreurs éventuelles aussi dans ma gestuelle. On parlait du non-verbal, mais c'est vrai que parfois on est tellement surpris à la réaction. Oui, là c'était clair. Hein, on te voit comme ça, tu fais ça comme ça. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée. J'espère vous revoir bientôt le mois prochain. Et puis, à très bientôt. Au plaisir. Voilà. Au plaisir, Pascal. Au revoir.